L'invitation d'anniversaire de ma fille de 8 ans disait famille seulement. Ma sœur a ajouté, les enfants adoptés ne comptent pas. 50 proches sont venus, personne n'a demandé où nous étions. Je n'ai pas pleuré. J'ai simplement passé un appel. 3 jours plus tard, ma sœur a ouvert sa boîte aux lettres et s'est effondrée dans l'allée. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Ma sœur m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit que les enfants adoptés ne comptaient pas comme de la vraie famille. Elle l'a dit de la même manière que vous pourriez parler du temps qu'il fait ou commenter la circulation. C'était désinvolte, factuel, comme si elle n'était pas en train de m'arracher le cœur de la poitrine et de marcher dessus, là, dans sa cuisine blanche immaculée. C'était 3 semaines avant le 8e anniversaire de ma fille. Ce qui s'est passé ensuite est quelque chose que j'ai encore du mal à croire, même si j'en ai vécu chaque moment atroce. 50 de mes proches se sont présentés pour célébrer l'anniversaire de ma petite fille. Ils ont mangé un gâteau portant son nom écrit en glaçage rose. Ils ont pris des photos devant des ballons qui éplaient « Joyeux anniversaire, Maisy ». Ils ont posté ces photos partout sur les réseaux sociaux, avec des émojis en forme de cœur et des commentaires sur la beauté de la fête. Et ma fille n'était pas là. Moi non plus. Mon mari non plus. Pas une seule de ces 50 personnes n'a décroché le téléphone pour demander où nous étions. Ni mes parents, ni mes tantes et oncles, ni les cousins avec qui j'ai grandi, ceux avec qui j'attrapais des lucioles lors des réunions estivales. Personne n'a envoyé de message. Personne n'a trouvé étrange qu'une fillette de 8 ans soit absente à sa propre fête d'anniversaire. J'ai découvert l'existence de cette fête 3 jours après qu'elle ait eu lieu, en parcourant mon téléphone, quand j'ai vu la publication de ma cousine. Il y avait le nom de ma fille sur un gâteau que je n'avais pas commandé, dans une maison où je n'étais pas invité. Entouré de membres de la famille qui avaient apparemment décidé que Maisy et moi n'étions pas assez importantes pour être incluses. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon téléphone à travers la pièce. Même si tous les muscles de mon corps étaient tendus pour faire exactement cela. Je n'ai pas appelé ma sœur pour déverser 15 ans de frustration refoulée. Je me suis assise très tranquillement sur le canapé de mon salon, j'ai regardé ces photos une dernière fois, et j'ai passé un seul coup de fil. 3 jours après cet appel, ma sœur Lenora est sortie chercher son courrier devant sa boîte aux lettres, dans son quartier chic. Celui avec l'association de propriétaires qui envoie des lettres passives-agressives si votre pelouse dépasse de $6 mm. Elle s'attendait probablement à sa pile habituelle de catalogues et d'offres de cartes de crédit. Au lieu de cela, elle a sorti une simple enveloppe blanche sans adresse d'expéditeur. Elle l'a ouverte là, sur son allée. Les voisins m'ont raconté plus tard qu'ils l'avaient vu lire quelque chose, puis son visage est devenu complètement blanc. Pas rose, pas rouge de colère, mais blanc, comme si chaque goutte de sang s'était drainée de sa tête en un instant. Puis elle s'est effondrée, s'est juste tassée sur le béton comme si quelqu'un avait coupé ses ficelles. Son mari, Gideon, est sorti de la maison en courant, dans ses vêtements de golf, criant son nom. Le voisin d'en face a appelé les urgences. Une ambulance est arrivée, gyrophares allumés. Ce n'était pas une crise cardiaque. Ce n'était pas un AVC. Le médecin a dit que c'était une crise de panique sévère provoquée par un stress psychologique aigu. Je sais exactement ce qui a causé ce stress. C'est moi qui ai envoyé cette enveloppe. Femme-fille l'histoire de Corinne et Maisy. Je m'appelle Corinne Davenport. J'ai 38 ans et j'ai passé la majeure partie de ma vie adulte à être la gardienne de la paix dans ma famille. Celle qui arrange les choses, celle qui ravale sa fierté pour éviter les conflits. Celle qui trouve des excuses à des gens qui ne les méritent pas. Mon mari Boyd et moi sommes mariés depuis 12 ans. Il est électricien, il possède sa propre petite entreprise, et c'est le genre d'homme qui montre son amour par des actions plutôt que par des mots. Lorsque notre camion est tombé en panne lors de notre 3e rendez-vous, il a marché 6 km sous la pluie pour chercher de l'aide plutôt que de me laisser seule assise sur le bord de la route. C'est qui il est. Stable, fiable, le genre de personne qui ne laisserait jamais quelqu'un qu'il aime affronter une bataille seul. Et puis il y a Maisy, ma fille. Mon cœur tout entier qui marche en dehors de mon corps sous la forme d'une fillette de 8 ans aux cheveux bruns bouclés et au sourire édenté qui pourrait mettre fin aux guerres. Maisy est entrée dans nos vies par adoption quand elle avait 2 ans. Boyd et moi avions essayé pendant des années d'avoir des enfants biologiques. Nous avons suivi des traitements, des procédures, des déceptions que je ne souhaiterais à personne. Et puis nous avons trouvé Maisy, ou peut-être qu'elle nous a trouvés. Et soudain, toute cette lutte n'avait plus d'importance. Elle était à nous. Elle est à nous. Dès l'instant où je l'ai tenue dans ce bureau d'assistante sociale et qu'elle a attrapé mon doigt avec sa petite main,
elle est devenue ma fille dans tout ce qui compte. Mais pour ma sœur aînée, Lenora, Maisie n'a jamais vraiment été une Davenport. C'était une œuvre de charité, une étrangère, une enfant qui ne partageait pas notre sang et qui, par conséquent, ne méritait pas sa place à la table familiale. Pendant 6 ans, Lenora a fait de petits commentaires, des petites piques déguisées en blagues ou en observations. Elle présentait ses propres enfants comme les « vrais » cousins de sa nièce et de son neveu, alors que Maisie était juste à côté. Elle me demandait devant d'autres parents si je ne craignais jamais de ne pas savoir ce que j'obtenais en adoptant. Elle oubliait opportunément d'inclure Maisie dans les séances de photos de famille, puis prétendait que c'était une erreur honnête lorsque je le signalais. J'ai laissé passer. À chaque fois, j'ai laissé passer. Je me disais que Lenora ne pensait pas ce qu'elle disait. Je me disais qu'elle finirait par changer d'avis. Je me disais que maintenir la paix était plus important que de faire des vagues à cause de commentaires, que Maisie était trop jeune pour comprendre pleinement. J'avais tort. Tellement tort. Et ma fille a payé le prix de mon silence. Ceci est l'histoire de la façon dont ma sœur a essayé d'effacer mon enfant de notre famille. Comment 50 proches y ont participé. Et comment une enveloppe a tout changé. C'est l'histoire de ce qui arrive quand une femme discrète cesse enfin de l'être. Et cela commence par une fête d'anniversaire à laquelle ma fille n'était pas censée assister. Couronne les 2 filles de Doreen et Harold. Pour comprendre ce que ma sœur a fait, vous devez comprendre comment fonctionne notre famille. Et pour comprendre cela, vous devez connaître les 2 filles de Doreen et Harold Davenport. Lenora est arrivée la première. Elle est née en or. C'est la seule façon de la décrire. Dès l'instant où elle est entrée dans le monde, tout ce qu'elle touchait semblait briller. C'était la belle, l'intelligente, celle qui savait exactement quoi dire pour se faire adorer des adultes. À 16 ans, elle avait déjà tracé toute sa vie. Elle épouserait quelqu'un qui a réussi, vivrait dans une grande maison et dirigerait la famille comme une reine son royaume. Je suis arrivé 6 ans plus tard, le bébé surprise, la discrète. Tandis que Lenora dominait chaque pièce où elle entrait, je préférais les coins. Tandis qu'elle collectionnait les succès et les éloges, je collectionnais les livres et les rêveries. Nos parents nous aimaient toutes les deux. Je n'en ai jamais douté, mais ils comprenaient Lenora. Elle avait du sens pour eux. J'étais quelque chose de plus doux, quelque chose qu'ils ne savaient pas vraiment comment catégoriser. Lenora a épousé Gideon Vickers à 26 ans. La famille de Gideon possédait des propriétés commerciales dans toute la région. Et soudain, ma sœur est passée de la classe moyenne supérieure à une richesse véritable. La grande maison est arrivée. Les voitures coûteuses sont arrivées. Et lentement, sans que personne ne le déclare officiellement, Lenora est devenue le centre de l'univers de la famille Davenport. Elle organisait toutes les fêtes. Elle organisait toutes les réunions. Elle décidait qui s'asseyait où à Thanksgiving et dont la quiche était assez bonne pour atteindre la table principale. Mes parents, Harold et Doreen, s'en remettaient à elle pour tout. Si Lenora disait que nous dînions de Noël à 16h au lieu de 14h, nous dînions de Noël à 16h. Si Lenora décidait que la nouvelle petite amie d'un cousin n'était pas la bienvenue tant qu'elle ne sortait pas avec lui depuis au moins 1 an, cette petite amie restait à la maison. Personne ne remettait cela en question. Lenora avait l'espace. Lenora avait l'argent. Et Lenora avait la personnalité qui faisait que remettre en question semblait inutile. Famille homme-femme-fille, l'arrivée de Maisie. Je suis tombée amoureuse de Boyd quand j'avais 24 ans. Il est venu réparer le câblage de mon appartement, et il était si sincèrement gentil que je me suis surprise à inventer des problèmes électriques juste pour le revoir. Nous nous sommes mariés 2 ans plus tard lors d'une petite cérémonie que Lenora a jugée charmante, sur un ton qui laissait entendre qu'elle voulait dire décevante. Boyd et moi voulions des enfants tout de suite. Nous avons supposé que cela se produirait naturellement, comme cela semble arriver à tout le monde. Mais les mois se sont transformés en 1 année, et 1 année s'est transformée en 2. Et soudain, nous étions assis dans des cabinets de médecins, entendant des mots comme infertilité inexpliquée et faible probabilité de conception. Nous avons tout essayé. Des traitements qui me laissaient épuisée et émotive. Des procédures qui vidaient nos économies et notre espoir dans une égale mesure. Chaque test négatif était comme une porte qui se claquait. Après 4 ans d'essai, je me suis assise sur le sol de notre salle de bain à $3 du matin et j'ai admis que les enfants biologiques ne feraient peut-être pas partie de notre histoire. C'est là que Boyd a mentionné l'adoption pour la première fois. J'étais hésitante au début, non pas parce que je doutais de pouvoir aimer un enfant adopté, mais parce que je doutais de moi. Et si je n'étais pas à la hauteur? Et si un enfant avait besoin de quelque chose que je ne pouvais pas fournir? Boyd m'a tenu la main et m'a dit que tous les parents se sentaient ainsi, biologiques ou non. Ce qui importait, c'était d'être là. Ce qui importait, c'était de choisir d'aimer quelqu'un,
puis de le faire chaque jour. Nous avons commencé le processus et 8 mois plus tard, nous avons rencontré Maisie. Elle avait 2 ans et vivait dans une famille d'accueil après avoir été retirée d'une situation difficile, que je ne détaillerai pas ici car c'est son histoire à raconter un jour, pas la mienne. Ce que je dirais, c'est que lorsque je suis entré dans cette pièce et qu'elle a levé les yeux vers moi avec ses énormes yeux bruns, quelque chose s'est mis en place dans ma poitrine, un verrou dont j'ignorais l'existence a soudain trouvé sa clé. Je l'ai tenue et elle a attrapé mon doigt, et elle ne l'a pas lâché pendant toute la visite. Boyd a pleuré. J'ai pleuré. L'assistante sociale a fait semblant de ne pas remarquer que nous étions en train de craquer complètement. 6 semaines plus tard, Maisie est rentrée à la maison avec nous. Ses premiers mois ont été un tourbillon d'adaptation, de joie, de nuits sans sommeil et du genre d'amour qui recable tout votre cerveau. Maisie était prudente au début, ce qui était compréhensible compte tenu de tout ce qu'elle avait vécu. Mais lentement, elle s'est ouverte. Elle a commencé à rire davantage. Elle a commencé à m'appeler « maman ». Elle a commencé à dessiner des images de notre petite famille et à les scotcher sur le réfrigérateur avec plus de fierté que n'importe quel artiste de galerie. Quand elle a eu 4 ans, on n'aurait jamais pu savoir qu'elle n'avait pas été avec nous depuis la naissance. Elle était à nous. Complètement, totalement, irréversiblement à nous. La plupart de ma famille l'a immédiatement adoptée. Mon oncle Clément, le frère aîné de mon père, l'a déclaré officiellement Davenport la première fois qu'il l'a tenue. Ma tante Bettina lui a tricoté une couverture avec son nom dessus. Les cousins l'incluaient dans les jeux lors des réunions de famille. Mais Lenora a pris ses distances. Et mes parents, suivant l'exemple de Lenora comme ils le faisaient toujours, ont pris leur distance aussi. Je l'ai remarqué lors du premier Thanksgiving de Maisie avec nous. Lenora a présenté tous les enfants à un parent en visite, les énumérant par nom et par parent. Quand elle est arrivée à Maisie, elle a marqué une pause presque imperceptible avant de dire « Et voici la petite fille que Karen a adoptée ». Pas « Voici Maisie, la fille de Karen ». Pas « Voici notre nouvelle nièce ». Juste « La petite fille que Karen a adoptée ». Comme si Maisie était une étudiante d'échange. Comme si elle était temporaire. Je me suis dit que j'étais trop sensible. Je me suis dit que Lenora avait juste besoin de temps. 6 ans plus tard, je continuais à me le dire et j'avais toujours tort. Gâteau d'anniversaire, l'invitation, tout a commencé par une simple demande. Maisie parlait de son anniversaire imminent depuis des mois. Et elle avait un rêve précis. Elle voulait une grande fête avec toute la famille, comme son cousin Tyler en avait eu l'année précédente. Tyler était le fils de Lenora et son 7e anniversaire avait été une production. Lenora avait loué un château gonflable, engagé un magicien et invité tous les Davenport à portée de route. Il y avait probablement 60 personnes dans son jardin ce jour-là, et Maisie avait regardé tout cela avec des étoiles dans les yeux. Elle en avait parlé pendant des semaines après. Les ballons, les jeux, la façon dont tout le monde chantait « Joyeux anniversaire », si fort qu'on pouvait probablement l'entendre 3 rues plus loin. Alors, quand Maisie a demandé si elle pouvait avoir une fête comme celle-là pour son 8e anniversaire, je n'ai pas pu dire non. Le problème était que notre maison était petite. Notre jardin était plus petit. Nous n'avions ni l'espace ni le budget pour ce qu'elle imaginait, ce qui signifiait que je devais demander à Lenora. J'ai conduit jusqu'à sa maison un mardi après-midi, répétant ce que j'allais dire tout le long du chemin. Je savais que demander quoi que ce soit à Lenora impliquait des conditions. Je savais qu'elle trouverait un moyen de ramener cela à elle. Mais c'était pour Maisie, et j'étais prête à ravaler ma fierté pour ma fille. Lenora a ouvert la porte en vêtements de yoga qui coûtaient probablement plus cher que mon budget mensuel d'épicerie. Elle a semblé ravie de me voir, ce qui aurait dû être mon premier signal d'alarme. Lenora n'était jamais ravie de me voir sauf si elle voulait quelque chose. J'ai expliqué ce que Maisie voulait, une grande fête de famille, tout le monde ensemble. J'ai demandé si nous pouvions l'organiser chez elle, puisqu'elle avait l'espace. J'ai proposé de tout payer, de m'occuper de toute la planification, de faire tout le travail. J'avais juste besoin du lieu. Lenora a souri et a posé sa main sur mon bras de cette façon qu'elle a quand elle est sur le point d'être condescendante. Bien sûr, a-t-elle dit. Laisse-moi tout gérer. Je m'occuperai des invitations, de l'installation, de tout. Considérez cela comme mon cadeau à Maisie. J'aurais dû insister pour rester impliqué. J'aurais dû demander à voir la liste des invités et les invitations avant qu'elles ne soient envoyées. Mais Lenora se montrait généreuse, du moins le pensais-je, et je ne voulais pas avoir l'air ingrate. Je l'ai remerciée et je suis rentré à la maison avec le sentiment que j'avais peut-être mal jugé ma sœur toutes ces années. Boyd était sceptique quand je lui ai raconté. Il n'avait jamais fait confiance à Lenora,
pas depuis notre mariage où elle avait fait un toast qui, d'une manière ou d'une autre, était devenu entièrement centré sur elle. Mais je l'ai convaincue que c'était différent. C'était pour une enfant. Même Lenora ne saboterait pas la fête d'anniversaire d'une enfant. Cœur brisé la trahison 2 semaines plus tard, j'ai croisé ma cousine Daphné à l'épicerie. Daphné avait à peu près mon âge, et nous avions été proches enfants avant que la vie, et les hiérarchies sociales de Lenora, ne nous tirent dans des directions différentes. Elle était en train de mettre des oranges dans un sac quand elle m'a aperçu et m'a fait signe d'approcher. « Je suis tellement excitée pour la fête de samedi prochain », a-t-elle dit. « J'ai déjà acheté la plus jolie robe pour Maisie. » J'ai senti mon estomac se tordre. L'anniversaire de Maisie n'était que dans 3 semaines, et la fête était censée avoir lieu à cette date-là, pas le samedi suivant. Le samedi suivant, nous serions partis. Chaque année, depuis la finalisation de l'adoption de Maisie, nous l'emmenions faire un voyage spécial pour l'anniversaire de son adoption. Nous visitions le foyer pour enfants où elle avait vécu en tant que bambin, apportions des dons et laissions Maisie voir où son histoire avait commencé. C'était une tradition qu'elle chérissait. Elle l'appelait « le jour où maman et papa m'ont trouvé », Lenora était au courant de ce voyage. Elle le savait depuis 6 ans. Je lui en avais parlé spécifiquement lorsque nous avions discuté de la fête, m'assurant que les dates ne seraient pas en conflit. J'ai demandé à Daphné de me montrer l'invitation. Elle l'a affichée sur son téléphone et la voici, une belle invitation numérique avec des fleurs et des papillons. Célébration du 8e anniversaire de Maisie, en août. La date était le samedi prochain. Le lieu était la maison de Lenora. Et en bas, dans une écriture élégante, se trouvaient les mots « famille uniquement ». Mes mains tremblaient lorsque j'ai appelé Lenora. Elle a répondu à la 3e sonnerie, l'air ennuyé. J'ai vu l'invitation, ai-je dit. C'est la mauvaise date. Nous serons partis ce week-end. Tu sais que nous serons partis. Oh, vraiment? La voix de Lenora était douce comme de la soie. J'ai dû me tromper. Lenora, tu ne t'es pas trompée. Je t'ai parlé de notre voyage. Je te l'ai dit 2 fois. Il y a eu une pause. Quand elle a parlé à nouveau, toute prétention de douceur avait disparu. Honnêtement, Corinne, l'invitation dit famille uniquement. Et soyons réalistes ici. Les enfants adoptés ne sont pas vraiment de la famille de sang, n'est-ce pas? J'ai pensé que ce serait plus facile pour tout le monde. La vraie famille peut célébrer ensemble, et tu peux emmener ta petite œuvre de charité en voyage. Tout le monde est gagnant. Je ne pouvais pas parler. Je ne pouvais physiquement pas former de mots. Ma sœur venait d'appeler ma fille une œuvre de charité. Elle venait de me dire que Maisie ne comptait pas comme de la vraie famille. Et elle avait délibérément programmé une fête pour nous exclure. Change la date, ai-je finalement réussi à dire. Annule et change la date. Je ne peux pas faire ça. Les invitations sont envoyées. Les acomptes sont payés. Ce serait incroyablement impoli d'importuner 50 personnes parce que tu es émotive. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. J'ai ensuite appelé ma mère, certaine qu'une fois qu'elle aurait entendu ce que Lenora avait dit, elle interviendrait. Ma mère avait tenu Maisie bébé. Elle l'avait regardé faire ses premiers pas dans notre salon. Sûrement qu'elle ne tolérerait pas cela. Mais quand j'ai fini d'expliquer, ma mère a soupiré, comme elle soupirait toujours quand j'évoquais des problèmes avec Lenora. Ma chérie, a-t-elle dit, ta sœur a déjà mis tellement de travail là-dedans. Laisse-la peut-être faire celle-ci. Tu pourras faire quelque chose de petit pour Maisie à ton retour. Maman, elle a dit que les enfants adoptés ne comptaient pas comme de la famille. Elle a dit ça à propos de ta petite fille. Un autre soupir. Je suis sûr qu'elle ne le pensait pas comme ça. Tu sais comment est Lenora. Elle dit juste des choses parfois. Ne rends pas cela plus gros que ça ne l'est. J'ai demandé à parler à mon père. Ma mère a dit qu'il était occupé dans le garage et ne pouvait pas venir au téléphone. Signe avec une décision cette nuit-là, j'ai tout raconté à Boyd. J'ai regardé son visage passer de la confusion à l'incrédulité, puis à une sorte de fureur froide et silencieuse que je n'avais jamais vue chez lui auparavant. Elle a dit quoi à propos de notre fille? Elle a dit que les enfants adoptés ne comptaient pas comme de la vraie famille. Boyd est resté silencieux un long moment. Puis il m'a regardé avec une certitude absolue dans les yeux. Alors ils sont sur le point d'apprendre de quoi cette famille est vraiment faite. Nous sommes quand même partis en voyage. J'ai refusé de laisser Lenora voler une chose de plus à ma fille. Et cette tradition d'anniversaire d'adoption comptait tout pour Maisie. Elle a passé tout le trajet en voiture à parler des jouets qu'elle voulait donner et des membres du personnel qu'elle espérait revoir. Boyd et moi avons échangé des regards à l'avant, mais avons gardé le silence.
Nous avions convenu de ne pas parler de la fête à Maisie. Elle n'avait pas besoin de savoir que sa tante avait organisé une célébration spécifiquement conçue pour l'exclure. Elle n'avait pas besoin de cette blessure. Le week-end a été doux amer. Maisie était heureuse, riant et jouant avec les plus jeunes enfants du foyer, complètement inconsciente de ce qui se passait en Ohio. Pendant ce temps, je vérifiais mon téléphone comme une compulsion. Toutes les heures, une nouvelle photo apparaissait sur les réseaux sociaux. Ma cousine Daphné a posté une photo du château gonflable dans le jardin de Lenora. Ma tante a partagé un cliché de la table des desserts recouverte de petits gâteaux roses. Quelqu'un a mis en ligne une vidéo de tous les enfants courant sous un arroseur pendant que les adultes applaudissaient et encourageaient en arrière-plan. 50 proches. 50 personnes qui savaient que c'était censé être l'anniversaire de Maisie. Pas un seul d'entre eux n'a pensé à se demander pourquoi la fille dont c'était l'anniversaire était absente. J'ai zoomé sur les photos, cherchant des visages. Ma mère était là, debout à côté de Lenora et souriante. Mon père était en arrière-plan avec une assiette de nourriture. Tante, oncle, cousin que j'avais connus toute ma vie. Ils sont tous venus. Ils ont tous participé. Et apparemment, aucun d'entre eux n'a trouvé étrange de célébrer une enfant qui n'était pas présente. Pleurs sonores le prix du silence quand nous sommes rentrés dimanche soir. Boyd a porté Maisie endormie à l'intérieur pendant que je prenais nos sacs. J'étais épuisé d'une manière qui n'avait rien à voir avec le trajet. Mon téléphone a vibré avec une notification. Une autre photo avait été publiée. Celle-ci montrait un gâteau massif avec du glaçage rose, « Joyeux anniversaire Maisie », écrit en cursif blanc. Lenora se tenait derrière, rayonnante face à l'appareil photo comme une hôtesse fière. Je me suis assise sur les marches du porche et j'ai regardé cette image jusqu'à ce que ma vision se brouille. Ils avaient mis le nom de ma fille sur un gâteau qu'elle n'avait jamais pu goûter. Ils avaient chanté « Joyeux anniversaire » à une chaise vide. Ils avaient créé un enregistrement permanent d'une fête conçue pour prouver que Maisie n'appartenait pas à cette famille. Le lendemain matin, Maisie a trouvé les photos. J'avais laissé mon téléphone sur le comptoir de la cuisine en préparant le petit déjeuner, et elle l'a pris pour regarder des photos de notre voyage. Au lieu de cela, elle a trouvé l'album de sa propre fête d'anniversaire. Elle a fait défiler les photos en silence pendant un long moment. Puis elle a levé les yeux vers moi avec de la confusion écrite sur tout son visage. « Maman, pourquoi ma fête d'anniversaire était-elle sans moi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal ?» Cette question a brisé quelque chose en moi dont j'ignorais l'existence. Ma fille de 8 ans demandait si elle avait fait quelque chose pour mériter d'être exclue de sa propre célébration. Elle essayait de comprendre ce qui n'allait pas chez elle parce que c'était la seule explication qui avait du sens pour l'esprit d'une enfant. Je me suis agenouillé et j'ai tenu son visage dans mes mains. Je lui ai dit qu'elle n'avait rien fait de mal. Je lui ai dit que certains adultes avaient fait une erreur, une grosse, et que nous aurions notre propre fête bientôt, une meilleure fête, une vraie fête. Elle a hoché la tête lentement, mais je pouvais voir la douleur dans ses yeux. Elle n'avait pas complètement compris ce qui s'était passé, mais elle avait suffisamment compris pour savoir qu'elle avait été mise de côté exprès. La vérité mise à nu cet après-midi-là. Pendant que Maisie regardait un film dans le salon, j'ai passé un coup de fil, mais je n'ai pas appelé Lenora. Il ne servait à rien de confronter quelqu'un qui n'éprouvait aucune honte. Au lieu de cela, j'ai appelé mon oncle Clément. L'oncle Clément avait 73 ans et avait vu toutes les péripéties produites par cette famille au fil des décennies. C'était le frère aîné de mon père, et c'était la seule personne dans la famille Davenport qui n'était jamais tombée sous le charme de Lenora. Il observait, il se souvenait, et il tenait des registres. Oncle Clément, ai-je dit lorsqu'il a répondu, j'ai besoin de te demander quelque chose et j'ai besoin que tu me dises la vérité. Je t'écoute, ma chérie. Te souviens-tu quand Lenora a acheté sa première maison? Celle de la rue Birch qui lui a permis de se lancer dans l'immobilier. Où a-t-elle trouvé l'argent pour la compte? Il y eut un long silence à l'autre bout du fil. Lorsque l'oncle Clément a parlé à nouveau, sa voix était prudente. Je pense que tu connais déjà la réponse à cette question, Corin. Je pense que tu le sais depuis longtemps. Tu ne voulais juste pas y croire. Et il avait raison. Quelque part au fond de mon esprit, j'avais toujours soupçonné. Quand grand-mère Opel est décédée, Lenora a été nommée exécutrice testamentaire de sa succession. Il y avait un compte d'épargne qui était censé être partagé entre nous deux. Lenora m'a dit, à moi et à nos parents, que le compte était presque vide, que grand-mère avait dépensé la majeure partie pour des frais médicaux au cours de ces dernières années. Il n'y avait assez que pour un seul acompte, a-t-elle dit. Et comme elle était plus âgée et déjà mariée, il était logique qu'elle le prenne.
J'avais 22 ans, j'étais en deuil et je l'ai cru point, mais l'oncle Clément avait été le beau-frère de grand-mère Opel pendant plus de 40 ans. Il l'avait aidé à gérer ses finances lorsque grand-père est décédé. Il savait exactement combien il y avait sur ce compte. 47 000 $, a-t-il dit doucement. Ce compte contenait 47 000 $ lorsque ta grand-mère est décédée. Ta part aurait dû être de 23 500 $. Lenora a tout pris et a menti sur le solde. J'ai senti le sol vaciller sous moi. 15 ans. Pendant 15 ans, ma sœur avait vécu dans une maison bâtie sur de l'argent qu'elle m'avait volé. Elle avait lancé toute sa carrière immobilière sur la base de ce vol, et elle m'avait laissé croire que notre grand-mère n'avait rien à me laisser. J'ai gardé des copies, a poursuivi l'oncle Clément. Des relevés bancaires, le testament original. Je n'ai jamais rien dit parce que je ne voulais pas déchirer cette famille, mais après ce qu'elle a fait à ta petite fille, je pense qu'il est temps que tu saches. Je l'ai remercié et j'ai raccroché. Puis je me suis assise dans ma cuisine et j'ai laissé tout le poids de cela s'abattre sur moi. Ma sœur avait volé mon héritage. Elle m'avait menti au visage pendant 15 ans, et maintenant elle avait essayé d'effacer ma fille de la famille. Je n'allais pas crier. Je n'allais pas faire de scène. J'allais faire quelque chose de beaucoup plus efficace. J'allais dire la vérité. L'enveloppe payée, passer les 2 jours suivants à rassembler tout ce dont j'avais besoin. L'oncle Clément est passé avec un dossier plein de documents qu'il avait gardés enfermés dans un coffre-fort ignifugé pendant 15 ans. Des relevés bancaires montrant le solde complet du compte d'épargne de grand-mère Opel. Une copie du testament original indiquant clairement que l'argent devait être divisé également entre Lenora et moi. Les enregistrements du retrait que Lenora a effectué 6 semaines après les funérailles, prenant chaque centime. Tante Bettina, qui avait travaillé comme greffière de comté pendant 30 ans avant de prendre sa retraite, m'a aidé à localiser des documents supplémentaires. Elle savait exactement quel registre était public et comment obtenir des copies certifiées. En 48 heures, j'avais une piste écrite irréfutable prouvant que ma sœur avait commis une fraude. Boyd m'a regardé assembler tout cela à notre table de cuisine. Il n'a pas essayé de m'en dissuader. Il a juste fait du café et a occupé Maisie dans l'autre pièce pendant que je travaillais. Qu'est-ce que tu vas faire avec tout ça? A-t-il finalement demandé. Je vais donner un choix à Lenora. J'ai écrit une lettre à la main. Je voulais qu'elle voie mon écriture, qu'elle sache qu'une personne réelle avait écrit ces mots et en pensait chacun. Je l'ai gardée courte et factuelle. Pas d'insultes, pas de dramatisme, juste la vérité. La lettre disait: tu as volé mon héritage et tu as blâmé grand-mère Opal de n'avoir rien à me laisser. Tu as dit à toute notre famille que ma fille ne comptait pas comme de la vraie famille. Tu as organisé une fête d'anniversaire spécifiquement conçue pour prouver que nous n'avions pas d'importance. J'ai des copies de tout. Un avocat aussi. Tu as une semaine pour dire à maman, papa et à toute la famille ce que tu as fait, sinon je le ferai. Dans les 2 cas, tu rembourseras chaque centime avec les intérêts. J'ai inclus des copies des relevés bancaires et du testament. Puis j'ai scellé l'enveloppe, j'ai conduit jusqu'à la poste et je l'ai envoyée à la maison de Lenora sans adresse d'expéditeur. Symbole de collision, la chute 3 jours plus tard, mon téléphone a sonné. C'était Daphné, essoufflée et confuse. Il est arrivé quelque chose à Lenora, a-t-elle dit. Elle s'est effondrée dans son allée. Gideon a appelé une ambulance. Tout le monde panique. Je l'ai remercié de m'avoir prévenu et j'ai raccroché. Je ne me suis pas sentie coupable. Je ne me suis pas sentie triomphante non plus. Je me suis juste sentie fatiguée. Les médecins ont déterminé que c'était une crise de panique sévère. Lenora allait bien physiquement, mais elle avait subi ce qu'ils appelaient une détresse psychologique aiguë. Elle était à la maison ce soir-là, et le lendemain matin, elle m'appelait. Sa voix tremblait lorsque j'ai répondu. « Comment as-tu pu me faire ça? Comment as-tu pu me menacer comme ça? Je suis ta sœur. Tu as cessé d'être ma sœur quand tu as dit à 50 personnes que ma fille n'était pas de la famille. J'aurais pu mourir, Corinne. Je me suis effondré. Mon cœur battait si vite que j'ai cru faire un AVC. Tu as encore 4 jours pour dire la vérité à la famille. Je te suggère de les utiliser. Tu ne peux rien prouver. Ces documents datent de 15 ans. Personne ne te croira. L'oncle Clément te croira. Tante Bettina te croira. Et je pense que lorsque tout le monde verra les relevés bancaires avec ta signature sur le bordereau de retrait, ils me croiront aussi. Le ton de Lenora est passé de paniqué à vicieux. Si tu envoies ces documents à qui que ce soit, je te détruirai. Je m'assurerai que tout le monde sache que tu es une femme ingrate, jalouse et aigrie qui n'a pas pu avoir ses propres enfants et a dû en acheter un à la place. J'ai laissé ces mots flotter dans l'air un instant. Puis j'ai parlé très calmement. Tu avais une semaine pour te confesser.
Cela fait 3 jours et tu as choisi de me menacer au lieu de t'excuser. J'ai fini d'attendre. J'ai raccroché et j'ai commencé à rédiger un email. J'ai envoyé les documents à tout le monde. Chaque tante, oncle et cousin qui avaient assisté à cette fête d'anniversaire. Chaque proche qui avait souri pour des photos alors que le nom de ma fille était écrit sur un gâteau qu'elle n'avait jamais vu. J'ai joint les relevés bancaires, le testament, les enregistrements de retrait, et j'ai inclus un bref message expliquant ce que le Nora avait fait, il y a 15 ans et il y a 3 semaines. Les réponses ont afflué en quelques heures. L'oncle Clément a appelé pour dire qu'il était fier de moi. Tante Bettina a dit qu'il était temps que quelqu'un demande des comptes à Lenora. Daphné a envoyé un long message s'excusant d'avoir assisté à la fête, disant qu'elle s'était sentie mal à l'aise tout le temps, mais qu'elle ne savait pas comment refuser l'invitation de Lenora. Cousin après cousin nous a contactés avec des messages similaires. Ils étaient choqués. Ils étaient désolés. Ils avaient toujours senti que quelque chose n'allait pas avec Lenora, mais n'avaient jamais eu de preuves. Le silence de mes parents a duré 2 jours complets. Lorsque ma mère a finalement appelé, sa voix était petite et fatiguée. Nous savions que quelque chose n'allait pas à l'époque, a-t-elle admis. Quand Lenora a dit que le compte était presque vide, ton père et moi nous sommes regardés et nous savions que cela ne collait pas. Mais Lenora était si certaine. Elle a toujours l'air si certaine. Nous l'avons cru parce que c'était plus facile que de la remettre en question. Et la fête ? Vous êtes allé à une fête d'anniversaire pour votre petite fille en sachant qu'elle ne serait pas là. Ma mère a commencé à pleurer. Lenora a dit que tu étais au courant. Elle a dit que tu avais choisi de ne pas venir parce que tu étais difficile. Nous aurions dû t'appeler. Nous aurions dû demander. Je suis tellement désolé, Corinne. Ce n'était pas des excuses complètes. Ce n'était pas de la responsabilisation, mais c'était plus d'honnêteté que je n'en avais jamais obtenu de ma mère à propos de Lenora, et je l'ai accepté pour ce que c'était. Étoile rutilante, la vraie fête. Les véritables conséquences se sont produites à l'intérieur de la propre maison de Lenora. Gideon, qui avait passé 20 ans à laisser sa femme tout diriger sans poser de questions, a finalement commencé à faire attention. Il a commencé à examiner leurs finances, leurs comptes, leur historique. Ce qu'il a trouvé a conduit à des conversations que les voisins pouvaient entendre à travers les fenêtres fermées. En l'espace d'1 mois, Gideon a demandé le divorce. Lenora, confrontée à d'éventuelles accusations de fraude si je décidais de porter plainte légalement, a accepté de rembourser mon héritage intégralement. 23 500 $ en principal plus 15 ans d'intérêt calculés à un taux raisonnable. Le total s'élevait à 41 200 $. Elle a effectué le paiement sans jamais me parler directement. Son avocat a contacté le mien et l'argent